Nous sommes le jeudi 7 octobre 2021 et vous écoutez le deuxième épisode de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on va de nouveau parler un peu matos et technique. Avec nos deux invités, nous allons nous intéresser aux capteurs de nos chers appareils photo et vidéo et plus précisément à leur taille. Vous allez voir, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas forcément que la taille qui compte. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Bonjour à tous. Bonjour à toi Benjamin, comment vas-tu, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Salut Arthur, ça va très bien, ça fait plaisir de retrouver du présentiel. On est bien entouré là. On est nombreux au studio aujourd'hui, c'est super. Café cool, on a deux invités, deux experts, deux amis que je vais présenter tout de suite et je vais commencer par toi, mon père spirituel, Renaud Labracherie. Alors c'est pas la première fois que tu viens ici devant ces micros. Le Jedi. Tu es actuellement évidemment toujours le rédacteur en chef adjoint du célèbre magazine en ligne lesnumériques.com. Tu es un grand spécialiste de la photo et tu as fondé et dirigé pendant plus de 10 ans le magazine focusnumérique.com. Bonjour à toi mon ami Renaud, comment vas-tu ? Salut Arthur, écoute, très bien, merci encore pour l'invitation. Benjamin, également, content de te retrouver. Et pour t'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois ici devant nos micros Hervé Makudzinski. Alors Hervé, tu es ingénieur de formation, tu es aujourd'hui le directeur de la science de l'image, Image Science Director chez DxOMark. Tu as travaillé à l'élaboration et au déploiement de la solution logicielle DxO Analyzer qui permet de tester et de mesurer les performances de tout type d'imageurs numériques. Tu as aussi élaboré et mis en production des protocoles de test pour les caméras, les objectifs et les smartphones. Est-ce que j'ai rien oublié, Hervé ? Rien oublié, c'est parfait. Bonjour. Bonjour à toi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Les présentations sont faites, on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, le constructeur français Pixi annonce une nouvelle version de son hybride télémétrique. Tamron lance un zoom d'exception pour les hybrides Sony 24-36 mm et le festival du regard de Cergy-Pontoise vient d'ouvrir ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le Pixi, conçu et fabriqué en France, est un hybride télémétrique équipé d'un capteur APS-C exploitant la légendaire monture Leica M. La seconde génération de cet appareil, pour le moins original, exploite un nouveau capteur CMOS BSI de 26 millions de pixels capable de grimper à 12 800 ISO. Il intègre aussi un nouveau viseur télémétrique hybride capable, lui, d'afficher des informations de réglage en surimpression et propose une plus grande mémoire interne jusqu'à 128 Go. Il dispose en outre désormais d'une nouvelle connectique USB-C. Nous nous sommes entretenus avec David Bars, le fondateur du Pixi. Il nous raconte l'histoire de cet appareil. On l'écoute. Alors, l'histoire de Pixi en une minute, c'est l'histoire d'un mec qui fait du software et qui se découvre une passion pour la photo et qui, au bout d'un moment, à force d'utiliser plein d'appareils, notamment argentiques, se dit que ce que les gens ratent, c'est en fait la joie d'avoir un viseur optique et de ne plus avoir d'écran à l'arrière. Et donc, je me lance dans l'aventure il y a à peu près 6 ans pour recruter une équipe et fabriquer l'appareil de mes rêves. Il a fallu apprendre beaucoup de choses, il a fallu recréer beaucoup de choses parce que globalement, quand on veut créer un appareil photo, il n'y a plus d'industrie finalement qui permet d'acheter beaucoup de composants, notamment optiques. Et puis au fil de cette aventure, on a fait aussi des belles rencontres, notamment Fabrice Barbier, qui est l'ancien vice-président de l'engineering chez GoPro, donc un des papas de la GoPro, qui nous a rejoints au cours du parcours. Et donc fast forward 2020, donc après toutes ces années de mise au point, on met sur le marché la première version de Pixi. Donc avec un beau succès, on a fait des belles ventes, on a vendu l'appareil un petit peu dans le monde entier. Et puis on a voulu adresser à un moment donné le reproche, enfin en tout cas la lacune que les gens nous donnaient un petit peu, à savoir votre capteur n'est pas très résolu,
12 millions de pixels en 2020, c'était des très bons pixels, mais il fallait aller au-delà. Et donc, notamment grâce à Fabrice, qui avait beaucoup de contacts dans l'industrie dont il nous a fait profiter, on a eu l'occasion de sourcer un très très bon capteur. Ça nous a permis de mettre sur le marché justement cette nouvelle version. Et puis on a également mis à jour notre viseur, puisqu'on souhaitait commencer à aller un petit peu au-delà de ce que la concurrence propose sur ce marché. C'est un marché qui est une niche. Des fabricants de télémétriques, il y en a 2 dans le monde. Un très gros, si on peut dire, Leica et nous. Et donc, on a voulu aller un petit peu au-delà de ce qui se faisait sur le marché en commençant à mettre des indicateurs type un petit peu réalité augmentée, si on peut dire, où on peut interagir de manière dynamique dans le viseur. Ce qui est important aussi, c'est que donc l'appareil il est conçu et fabriqué en France. C'est pas simplement sorti des bureaux d'études donc qui sont installés à Besançon, mais on fait une partie de la fabrication qui est réalisée dans la région. Je vous dis pas que le capteur est fabriqué en Franche-Comté, mais en tout cas, on s'appuie sur l'industrie de la micro-horlogerie pour fabriquer notamment les pièces du télémètre. Et ensuite, toute l'intégration et tout le réglage est fait directement ici. Donc, c'est un vrai appareil français dans sa conception et dans sa fabrication. Le boîtier est déjà disponible à la commande et proposé à partir de 2 999 €. Tamron vient juste de lever le voile sur une nouvelle optique d'exception, une première mondiale, à destination des hybrides Sony 24-36 mm en monture E. Il s'agit d'un zoom avec une plage de focale pour le moins originale et assez polyvalente, allant du 35 au 150 mm. Autre particularité de l'objectif, il offre des ouvertures maximales variables très lumineuses, f2.8. L'idée avec cet objectif un peu ovni est de disposer en un seul et même objectif de toutes les focales standards lumineuses avec, selon les dires du constructeur, une qualité optique exceptionnelle. Un 35 mm f2 donc pour le reportage, un 50 mm comme focale standard, un 85 mm pour le portrait, mais aussi un 100, un 135 et même un 150 mm. Le Tamron 35-150 mm f2.8 DI3 VXD en monture Sony E sera disponible fin octobre et proposé au prix de 1 799 €. Et enfin, pour terminer, l'édition 2021 du Festival du Regard de Cergy-Pontoise vient d'ouvrir ses portes. Cette année, Sylvie Hugues, la co-directrice artistique du festival, vous plonge dans l'intime et l'autofiction avec des photographes-auteurs qui ont pris leur propre vie pour fil conducteur de leur travail. Au programme donc des expositions évidemment, mais aussi des lectures de portfolio, des rencontres et des visites commentées. Parmi les artistes exposés, on peut découvrir des photographies de Courtney Roy, Alberto Garcia Alix, Patrick Cockpit, Nobushi Araki, Marc Ribou et bien d'autres. Le Festival du Regard de Cergy-Pontoise, c'est jusqu'au 21 novembre prochain et c'est totalement gratuit. À noter aussi qu'un catalogue édité par Filigrane est offert, alors on n'hésite pas. Voilà pour l'actu. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ce Pixie, c'est fou comme projet. C'est un peu fou. C'est chouette de voir que ça continue, surtout. C'est que nous, en fait, on avait découvert ça au Salon de la Photo, dans un bar 2018. Je me rappelle. Voilà, on avait découvert le boîtier qui était plutôt sympa. Bon, il y avait quelques choses, différentes choses à faire évoluer, mais le principe était plutôt cool. Moi, au-delà du capteur à 12 ou 26 mégapixels, c'était plutôt la taille du capteur qui était un peu décevante, puisqu'on était sur de l'APS-C et en fait on reste sur l'APS-C, on passe pas sur un plein format, ce qui est un peu dommage pour une monture. Ah oui, quand on a goûté à la monture M, avoir un compliqué. APS-C, c'est un peu dommage. J'ai un CL argentique que je garde, que j'affectionne beaucoup avec mon 40, et quand j'ai appris ça aussi, j'étais un peu déçu. Les gars, c'est un appareil qui est conçu et fabriqué en France, donc ouais, mais 3000 balles, on redescend un peu, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que ça continue. Moi, je pensais pas qu'il y aurait un Pixie 2 en fait, et c'est plutôt chouette pour le coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hervé? C'est plutôt une bonne nouvelle de voir un deuxième produit. Ça veut dire que le modèle commence à marcher. Après, oui, voilà, donc c'est un format APS-C, donc pour la monture qui va avec, c'est un petit peu peut-être décevant. Mais ça reste un beau produit, ça reste intéressant au niveau technique. La conception en France, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, sympa. Bah ouais. Ça rappelle la One de DxO d'ailleurs. Ça rappelle aussi la One de la DxO. Elle n'était pas fabriquée en France, celle-là. Elle était conçue, mais pas fabriquée. Sans aucun sous-entendu, c'est vrai. La conception. Quelque part, ouais. Ça fait plaisir aussi de voir ça. Après, c'est un vrai challenge de faire un appareil photo. Donc, longue vie à Pixie. C'est pas simple. Ils arrivent à le faire. Ils arrivent à faire un deuxième produit, ce qu'on n'avait pas fait avec la One à l'époque. Voilà. Donc, espérons un troisième plus tard.
Benjamin, est-ce que tu as repéré des actualités dont je n'ai pas parlé cette semaine ? On met à nouveau un petit peu l'accent sur le Festival du Regard, il faut vraiment y aller. C'est un très très bel événement. J'ai pas pu encore m'y rendre, mais c'est facile depuis Paris. On prend le RER A, on y va. Dans Cergy, qui est une ville en plus assez inspirante au niveau architectural pour tout photographe. C'est assez étrange comme endroit. Et il faut vraiment féliciter Sylvie et son équipe parce que ce qu'ils arrivent à faire, c'est des petits miracles. Il faut rappeler que l'année dernière, il y a des grands noms là. il y a des grands noms. Et puis l'année dernière, ils avaient quand même subi le confinement, comme nous tous. L'événement avait été semi-ouvert. Il s'est passé un petit peu à moitié comme ça. Donc les revoir cette année, c'est une excellente nouvelle. Et il faut foncer, il faut y aller. Sinon, dans les actus un petit peu plus matos, là aujourd'hui, il y a Manfrotto, enfin le groupe Vitech qui détient Manfrotto, Love Pro, Joby, etc., qui va dévoiler pléthore d'outils, d'accessoires, de rotules, de sacs. Alors, on ne va pas tous les lister. Moi, je retiens la gamme Photosport série 3, donc c'est des sacs un petit peu baroudeurs, très bien conçus. Je vous invite à consulter notre site, lemondelaphoto.com. On va tout vous éplucher, vous raconter, parce que là, sinon, c'est une émission à part entière. C'est vraiment la grosse armada qui arrive là. Ça marche. Alors moi, de mon côté, il y a 2 autres sujets que j'avais envie un peu d'aborder. Je reviens un peu sur Tamron, qui décidément est extrêmement actif en cette rentrée. Alors là, on ne parle pas de nouveaux produits, de nouvelles optiques. Ils ont lancé la première charte de la photo animalière en partenariat avec le Fonds international pour la protection des animaux. Alors c'est assez intéressant comme démarche. L'idée de cette charte, c'est de rappeler les règles de base aux photographes quant à leur interaction avec les animaux. Et d'une manière un peu plus globale, c'est de sensibiliser le grand public sur les questions d'environnement et de bien-être animal. Moi, je trouve ça chouette qu'une marque s'engage un peu dans ce genre de projet. C'est une excellente chose, hein. Je rebondis très rapidement pour avoir eu la chance de faire des safaris un peu à l'autre bout du monde, Kenya, Pantanal, etc. Le problème souvent, c'est pas les photographes. C'est plus les organisateurs qui laissent beaucoup de gens, beaucoup de touristes s'approcher des animaux. Après que Tamron fasse ça, éveille un petit peu les consciences sur ce sujet, c'est très bien. Mais c'est souvent plus les parcs dans lesquels on accède, que ce soit privés ou publics d'ailleurs, qui laissent souvent trop faire. Par exemple, je sais pas, moi j'ai vu 25 bateaux autour d'un couple de jaguars dans le Pantanal. Enfin, il y a un moment où ça devient vraiment Ça n'a plus de le sens, quoi. cirque, et ça n'a plus de sens, et ça coupe toute envie de faire de la photo. Et deuxième chose dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'est Canon qui organise un événement live, donc les 15 et 16 octobre prochains, sur 2 jours. Alors voilà, c'est une série de conférences et de masterclass avec de nombreux photographes, vidéastes et influenceurs sur des sujets très variés. Alors on va retrouver des voix et des noms qu'on a déjà entendus dans Faut pas pousser les ISO. Il y aura Franck Seguin pour parler de photos de sport, il y aura Julien Fabreau pour parler de photos de voyage, il y aura Yann Arthus Bertrand pour parler de photographie de nature, il y aura Nikos Aliagas, Quentin Caffier pour la photo de mode. Voilà, il y a un très gros programme pour ces lives. Alors pour participer, c'est relativement simple, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site canonlivestories.fr. Ça rend un peu nostalgique du salon de la photo. C'est ce que j'allais dire. On dirait le programme c'est qu'il y avait ça. sur le stand de Canon, et c'était super un peu sympa. les confs de la grande scène de Canon qui se Moi, c'est- dématérialisent. C'est à la fois chouette et à la fois, ça me rend pincement au compte. cœur, hein. Moi personnellement, dans les lives, j'en ai un peu marre. Les événements les confs. virtuels, Ouais. alors on fait un Ça va podcast. revenir ok, l'année mais- prochaine, non? L'année prochaine, on aura un salon de la photo quand même. L'année j'espère. prochaine, Ouais, normalement, on croise les doigts, ça devrait. normalement, ça devrait revenir avec une version, comme ils disent, réinventée. Hervé, Renaud, est-ce qu'il y a d'autres actus qui vous tiennent à cœur que vous voulez un peu aborder ici ? Au niveau smartphone, Au niveau de ce que tu veux. on avait parlé du Leica, Ouais. qui est sorti principalement au Japon, qui commence à parler un peu de lui en Europe aussi. C'est une proposition intéressante avec un capteur 1 pouce, avec la signature Leica a priori dans le monde du smartphone. Je suis encore assez curieux de voir ce que ça va donner au final. Mais ça reste un intervenant photographique qui fournit donc maintenant un smartphone complet. Donc avec, là, c'est pas un appareil Huawei avec un module Leica dessus. C'est Non, un appareil c'est un Leica. appareil Leica qui Fait est par Huawei, on va pas se mentir. qui est pas fait par Huawei a priori. Ah bon ? Eh ben non. D'accord. Et non, c'est quand même c'est une proposition intéressante. On va voir ce que ça donne au niveau photographique. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ce sera au niveau de l'optique plutôt, non, que du capteur? Ça va être principalement une combinaison entre l'optique et le capteur. Donc certainement une focale assez intéressante, un jeu avec une ouverture aussi certainement intéressante. Et après,
potentiellement une petite touche photographique avec peut-être un peu de vignettage. Voilà, des aspects comme ça. Faut pas s'attendre à énormément de software derrière. Quoi, Mais DxO va contre- pas intégrer le film pack là-dedans pour pouvoir simuler tous les rendus argentiques? Alors, déjà, je ne fais plus partie de DxO. C'est important. Je parle au nom de DxOMark, qui est une société maintenant indépendante depuis 3 ans. Mais non, mais ouais, le smartphone Leica, c'est un nouvel intervenant qui peut être intéressant au niveau photographique. Ok, ça marche. On passe à la suite. Benjamin, c'est ton moment, le moment de ta story. Alors cette semaine, tu vas nous parler d'un ouvrage qui ambitionne de nous donner les clés pour acquérir une culture photographique. Rien que ça. La story de Benjamin vous est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. L'ouvrage aurait pu s'intituler Le philosophe et le photographe, façon fable de La Fontaine. Point de morale finale, mais les échanges entre Samuel de Clercq, le philosophe, et Jean-Christophe Béchet, le photographe, poussent à la réflexion autour de grands thèmes phares, en l'occurrence le paysage, le portrait ou la street photo. Une discussion certes manuscrite, néanmoins vivante, qui donne l'occasion à Jean-Christophe Béchet de relater son expérience et son engagement en dépoussiérant ces sujets qu'il connaît par cœur, lui qui revêt tour à tour les habits de photographe, journaliste ou animateur de workshop, une activité qui lui a inspiré cette narration, plus pertinente selon lui qu'un simple récit. J'ai toujours bien aimé les points de vue un peu engagés et subjectifs, et le dialogue permet de rentrer dans cette subjectivité, dans cet engagement, dans cette passion, alors qu'un texte écrit tout seul, c'est vrai qu'on va plutôt essayer de développer une pensée personnelle, mais sans forcément rentrer dans les préoccupations de ceux qui sont les lecteurs. En réalité, Samuel représente les lecteurs. Il a été lecteur de mes précédents livres, et là, il avait envie, lui, de me poser des questions. Et c'est ce qui se passe dans les workshops. En fait, les gens, souvent, les workshops, c'est des questions-réponses, et c'est un peu ce livre en est un peu le prolongement. Existe-t-il réellement des barrières d'un domaine à l'autre ? Doit-on toujours aborder la photo de portrait ou de paysage comme au siècle dernier ? Jean-Christophe abolit les frontières et incite plutôt à trouver sa voie en tant qu'auteur. Les thèmes ne sont pas immuables, c'est-à-dire que le portrait, c'est pas tout à fait la même chose en 2020 et en 1980, que le numérique est passé par là, la photographie est passée dans l'art contemporain. La fin du livre est pas mal consacrée à la photographie plasticienne, créative, voire conceptuelle aussi, pour essayer de donner des clés. Parce que souvent, on me dit, moi, je comprends rien à cette photographie-là. Et en fait, elle n'est pas si compliquée que ça si on l'aborde sous un point de vue, si on le simplifie et qu'on ne rentre pas dans les, entre guillemets, dans les discussions de spécialistes. Donc, c'est un peu la même chose pour le portrait, le paysage. C'est des mots qui sont un peu fourre-tout. Quand on est face à un modèle, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on est face à un paysage. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Donc, je n'essaye pas de mettre des frontières. J'essaye juste de raconter un peu de l'intérieur, ce qui me paraît aussi des clés pour être, au final, j'espère, un photographe, je ne sais pas si meilleur, mais du moins plus personnel, plus singulier, plus original, plus auteur en réalité. Ce dialogue, particulièrement riche, s'étale sur 200 pages. Ce n'est ni un précis de culture générale sur la photo, ni un traité philosophique à prendre au pied de la lettre, plutôt le postulat d'un auteur à la subjectivité revendiquée, pas avare en anecdotes et références, sur l'histoire de la photo. Il salue par exemple le talent de Cartier-Bresson et Doisneau en tant que portraitiste, que l'on connaît plutôt en tant que reporter ou photographe de rue. Au détour d'une phrase, il milite en faveur de la photo de paysage bio, autrement dit, il méprise le rendu des fils polarisants, et il ne tarit pas d'éloges sur l'école américaine, celle d'un Winogrand, dès lors qu'il est question de street photo. Des partis pris assumés, souvent instructifs, auxquels chacun est libre d'adhérer ou pas. Chacun prend dedans ce qui lui plaît ou ce qui lui plaît pas. C'est un livre de point de vue, donc je dis pas que je dis la vérité. Je propose une façon d'approcher la photographie qui est un peu plus subjective, plus personnelle et peut-être plus ancrée dans la réalité contemporaine de cet art à la fois populaire et à la fois un peu élitiste quand même. Alors Benjamin, comment va s'appeler ce livre ? Comment s'appelle Alors, ce ce livre livre s'appelle « Acquérir une culture photo ». Alors, le titre est un peu plat. Il ne dit pas vraiment ce qu'il y a dans le livre. Ce livre, il aurait
Ce livre, c'est un petit peu la continuité d'un ouvrage, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelait La petite philosophie pratique de la prise de vue photographique, un autre titre un peu long, aux éditions Créafis, qui était en fait une discussion déjà entre Jean-Christophe Béchet et Pauline Kasprac. C'est une espèce de dialogue entre un philosophe et un photographe sur la pratique de la photo. Là, on est plus sur des genres. Et ce qui est sympa, c'est que pour les gens qui veulent un peu quelques références culturelles sur la photo, apprendre ce que faisait tel ou tel photographe, ou qu'est-ce que ça veut dire la photo de portrait, qu'est-ce que ça veut dire la photo de paysage, c'est une manière un peu vivante d'aborder tout ça. Donc moi je recommande, voilà, tous les gens qui veulent, qui partent un peu de zéro, qui veulent se faire une petite culture G en photo, c'est plutôt sympa à lire. On peut le prendre à n'importe quel endroit du livre. En réalité, c'est pas vraiment linéaire. Moi, j'ai mis à peu près 2 mois à le lire. Hein. C'est un peu long parce que comme ça, je butine. Je l'ai pas lu d'une traite. Mais pour les gens qui veulent se faire une petite culture G, je trouve ça vraiment sympa. Et Jean-Christophe, qui collabore avec le titre depuis plusieurs années, qui est très connu dans le milieu, a beaucoup à dire et à enseigner sur ce sujet-là, quoi. Il y a beaucoup de littérature pour ceux que ça intéresse sur la photographie. Alors, Renaud, toi, t'as un petit livre un peu fétiche que tu pourrais recommander? Moi, j'aimais bien en fait les livres de. Alors, je me souviens plus exactement du nom. C'est John Edgeco. Edgecoe, je pense que ça doit pouvoir se prononcer, qui était pour moi ma bible, parce que j'ai commencé avec ce livre en fait, donc qui explique de A à Z les appareils, comment ça fonctionne, les optiques, comment ça fonctionne, après comment on fait un portrait, comment on fait un paysage. Et c'était superbement illustré à l'époque. Moi, je trouvais ça admirable. Et voilà, moi, je suis tombé là-dedans. Alors, je me souviens plus exactement du nom, mais c'est le petit précis de la photo. Voilà. Et toi, Hervé, t'as un petit livre de chevet sur la photo? J'avais il y a longtemps, c'est un peu comme Renaud, je me souviens plus du titre. C'était un précis aussi de la photographie. Après, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'aller dans les expos, quoi. Parce qu'au final, dans les expos, C'est là où on fait son c'est œil. là où on fait son œil, c'est là où on construit un petit peu son On découvre. ressenti, on découvre, on comprend le travail des autres et après, on essaye de faire le sien. Absolument. Allez au Festival du Regard. Ok, ça marche. Merci Benjamin pour cette story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission sur les tailles de capteurs. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le journaliste Renaud Labracherie et l'ingénieur Hervé Makudzinski de DxOMark pour parler capteur photo et plus précisément pour essayer de bien comprendre l'importance ou non de la taille du capteur dans l'expérience photographique dans sa globalité, c'est-à-dire de la prise de vue à l'image finale. Alors, il est vrai que le format 24-36 mm se positionne un peu comme une référence, comme le format professionnel, comme le Saint Graal pour de nombreux photographes et vidéastes. Mais pourquoi? Et déjà pour commencer, d'où ça vient ce format 24-36 mm après tout? C'est la question que nous avons posée à Laurent Katz, journaliste spécialisé du magazine Le Monde de la Photo. Vous verrez, sa réponse est pour le moins surprenante. On l'écoute. D'où vient le format 24-36? Il doit beaucoup au cinéma et à des poumons fragiles. Oui, vous avez bien entendu, des poumons fragiles, et j'expliquerai cela plus tard. Le 24-36 n'est pas rapidement apparu après la naissance de la photo, à la fin du 19e siècle. Longtemps, les photographes, pour exercer leur art, se sont déplacés avec d'imposants trépieds et de gros boîtiers en bois, les chambres photographiques, dans lesquelles ils plaçaient une plaque de verre recouverte d'une substance photosensible qui enregistrait l'image. Inutile de dire que c'était lourd et encombrant. Pour comprendre l'origine du 24-36, il faut passer par le support d'enregistrement. Tout a commencé en 1888, quand John Cornbutte, photographe et inventeur britannique, a mis au point une pellicule de 70 mm de large destinée à remplacer les plaques de verre. George Eastman a fondé Kodak et l'a mise sur le marché, accompagné d'appareils photo.
le cinéma naissant s'est emparé du support et l'ingénieur Laurie Dixon a eu l'idée de le couper en deux dans le sens de la longueur. La pellicule 35 mm était née, employée dans un volumineux appareil de prise de vue animée, le kinétographe de Thomas Edison. À ce stade, une image occupait 18 par 24 mm et la pellicule défilait du haut vers le bas. Le moment est venu de voir pourquoi des poumons malades ont finalement été l'une des raisons du développement du 24-36. Faisons un saut en Allemagne, à Wetzlar, où la société Leitz fabriquait des microscopes. Dans l'entreprise travaillait un spécialiste de la mécanique de précision, Oskar Barnack. Il avait conçu en 1913 un appareil photo utilisant le film 35 mm pour effectuer des prises de vue fixes, en 24-36, afin d'étalonner l'exposition des pellicules du cinéma. Photographe amateur lui-même, il souffrait d'asthme. Transporter le lourd matériel lui était pénible. Avec l'accord de son patron, Ernst Leitz II, plutôt ouvert à l'innovation, il a compris qu'il y avait moyen de développer un appareil photo léger employant le film 35 mm du cinéma avec des images de 24 mm de haut pour 36 mm de large. Pourquoi 24 mm quand la pellicule en faisait 35 ? Simplement parce qu'il y avait des encoches en haut et en bas pour entraîner le film. Le prototype mis au point par Oskar Barnack s'appelait le Ur Leica, le prélude d'une famille emblématique qui a vu le jour commercialement en 1923, alors que d'autres modèles sont sortis chez d'autres constructeurs avant cette date. Pour l'anecdote, sachez que Leica est la contraction de Leitz et de caméra. Depuis, le 24-36, devenu un standard, a fait du chemin, avec des lignées d'appareils de tout genre. Pour clore cette introduction au format, sachez qu'en 1909, Étienne Mollier, médaille d'or du concours Lépine, a mis au point un appareil photo, le sans vue, que l'on tenait verticalement comme un téléphone et qui utilisait le film 35 mm. Pas encore du 24-36, car il enregistrait le film en 18 par 24. Les prémices de l'APS et de l'APS-C en quelque sorte. Ce demi-format fut celui du réflexe argentique culte, l'Olympus Pen F, lancé en 1963. Pourquoi le 24-36 est-il qualifié de plein format, alors que par rapport au moyen et au grand format, il est plus petit ? C'est une convention qui a surgi, je crois, avec le numérique, pour comparer les tailles de capteurs, en prenant pour base un format connu et très diffusé en argentique. Pour cela, dans un rectangle plein symbolisant la surface du 24-36, on place à l'intérieur des rectangles plus petits l'APS-C, le micro 4 tiers, le 1 pouce, etc. Bon, on remercie Laurent, évidemment, pour ce cours. On peut s'arrêter là. C'est ça. C'est très bien ce cours qui nous Tout est explique dit, hein. très bien l'origine de ce format 24-36 mm. Alors voilà, on sent bien l'héritage de l'argentique. Mais pourquoi maintenant ce format-là est une référence ? Renaud, est-ce que tu as un avis sur le sujet ? Alors, déjà, si on fait une petite partie historique, il faut bien aussi spécifier qu'on parle de plein format, de full frame et de 24-36, et que tout ça se mélange souvent. En fait, voilà, on parle souvent de plein format, de full frame, qui font plutôt faire référence, comme le disait Laurent, à des formats argentiques plus anciens, et qui font plutôt rapport au 6.9, qui déjà s'appelait en fait le plein format à l'époque. Ok. Et voilà. Et donc en fait, c'était aussi pareil, c'était une histoire de ratio. Il y avait le 3 pour 2 et que le 24-36, c'est pareil, c'est aussi du 3,5. Voilà. Donc en fait, il y a toute une confusion qui peut se faire, et on parle bien ici de 24-36, qui est un format bien spécifique, et j'irai français parce que c'est un rapport métrique. Alors pourquoi en fait ça s'est imposé, parce que je pense que c'est pareil, c'est une espèce de, comme il le rappelait Laurent, c'est un équilibre entre du grand format qui était lourd, imposant, et une qualité d'image quand même, qu'on a toujours sur un morceau de pellicule qui est quand même relativement grand, et c'est pour ça que ça s'est imposé. C'est une espèce d'équilibre. Non, mais à l'époque, ok, mais maintenant, de nos jours, pourquoi c'est le 24-36 qui est le saint Graal pour quasiment la majorité des photographes et des vidéastes ? Hervé, pourquoi ? Alors, est-ce que c'est le Saint Graal ? Je sais pas. Oh bah quand même, C'est la référence. tout le monde c'est a envie d'avoir C'est un la 24-36, référence. quoi. Alors, la référence, pourquoi ? Parce que, en gros, déjà, quasiment l'ensemble du parc optique est disponible sur 24-36. On peut pas parler de référence pour le moyen format, parce qu'en gros, dès que vous passez sur moyen format, là, votre parc optique se réduit quand même drastiquement.
Je pense que quand on dit la référence, c'est parce qu'en fait, au niveau de l'industrie, tout est fait pour ce format. Tout est disponible pour ce format. Dès que vous allez changer de format, alors c'est pas vrai pour les plus petits formats, on en parlera après, mais quand vous allez monter au-dessus du 24-36, là, pour le coup, se posent d'autres problématiques, notamment d'optique, où là, votre choix va être beaucoup plus limité. Quand on parle de zoom sur des formats plus grands, là, ça devient encore plus compliqué. Donc, la référence, pourquoi ? Parce qu'en fait, toute l'industrie produit des optiques qui sont adaptées, des boîtiers qui sont adaptés, etc., etc. Mais pourtant, tu dis ça, à l'ère numérique, c'est venu un petit peu plus tard, le 24-36. On n'a pas commencé par on le a 24-36. commencé par la PSC. On a commencé par la PSC. Vous vous rappelez, les Ah ouais. D300, les 70D, c'était les premiers réflexes numériques, je mets des gros guillemets, abordables pour le commun des mortels, et c'était de la PSC. Les premiers 24-36, c'était 5D et D700. Mais Et là, si c'est- je dis pas de bêtises, c'est bien Ils plus tard, c'est avaient- 2012. Ils avaient fait des capteurs Il y a eu le D3 intermédiaires. avant le D700 même. Il y a même eu des capteurs APS-H, intermédiaires. Il y a ouais. eu la PSH. Ouais. Ah ouais. Avec les 1D, c'était quoi ? C'était les 1D Eh ben, Mark c'était pas les X. 2, 1D Mark 2, 1D 1D, Mark non, 3. c'était un D les tout S, court. c'était le 24-36 et les 1D tout court, c'était la Voilà. PSH. Mais après, moi, je pense que pour le numérique, peut-être que Hervé pourra nous le dire, mais après, je pense que c'était des contraintes de fabrication et du coup de traitement, en fait, parce qu'il fallait des processeurs pour traiter ça, voilà, et ça coûtait extrêmement cher et que, voilà, tout au début... Plus c'est grand, plus c'est cher à faire, plus c'est compliqué à faire au niveau des capteurs numériques. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. Hein, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre industrie qui est très intéressée par les capteurs et qui a beaucoup aidé, c'est l'industrie du smartphone. Et alors, eux, clairement, les capteurs grand format, ce n'était pas du tout l'objectif numéro un. Donc, je pense que l'industrie de la photographie est directement cliente un petit peu de toutes ces évolutions qui se sont faites plutôt dans le monde du smartphone. La technologie CMOS, elle a été poussée par le smartphone. Et ensuite, elle a été déclinée sur tous les formats capteurs. Mais en gros, au niveau industriel, faire des capteurs grands, ça nécessite des chaînes de production qui sont spécifiques et donc ça nécessite des coûts qui sont de plus en plus importants. Donc au début, ils sont passés par la PSC et ensuite, ils ont fourni des choses plus grandes. Je pense qu'on voulait effectivement retrouver, comme je le disais un peu avant, une qualité d'image, donc avec du bokeh, avec une gestion Ça, on va, ouais. du bruit, voilà, qu'on avait l'habitude d'avoir en argentique. En fait, avec les petits capteurs, on les retrouvait pas, en fait, tous ces codes-là, en fait. Et quand on voit du coup l'engouement actuel autour du 24-36, notamment sur les hybrides, ça veut dire qu'on est à maturité, ça veut dire que le marché, du coup, est... Ça veut dire que les capteurs sont moins chers. Et voilà, Tout simplement. on y est. Mais vous avez vu le nombre d'acteurs qui proposent des boîtiers hybrides avec des capteurs 24-36. Alors on a le premier hybride. Bon, c'était Leica si jamais il y avait Bruno. Ok, très bien. Mais bon, ceux qui sont Mais vraiment, c'est juste. c'est juste, ok. Mais ceux qui sont vraiment rentrés les deux pieds dedans, c'est quand même Sony avec l'Alpha 7. Moi, je me rappelle, Renault, on avait été Septembre convoqué 2013. par Sony au siège 2 heures à l'avance pour une présentation hyper secrète, machin, pour découvrir ce boîtier. Donc Sony, Canon, Nikon, Panasonic, les Lumix S et même Sigma. Oui, alors est-ce que c'est meilleur que la PS ? Est-ce qu'il faut à tout prix maintenant s'équiper en 24-36 ? Est-ce que ça veut dire qu'on oublie le micro 4 tiers et la PSC ? Il y a quand même un truc qui est assez rigolo à rappeler, parce qu'en fait, la problématique était déjà valable sur l'argentique. C'est quoi l'objectif premier de tous ces formats-là dont on parle ? C'est capter la lumière. Donc pour capter la lumière, là pour le coup c'est physique, mais il faut de la surface. Et plus vous avez de surface, plus vous allez capter la lumière. Quand Renault parle de qualité image, en gros la première question qui se cache derrière, c'est est-ce que votre système est capable de capter la lumière ? Le 24-36 pour l'instant, c'est le format, comme je disais, le plus populaire au niveau industriel, au niveau optique, mais c'est aussi le format le plus grand parmi ces formats populaires qui va permettre de capter un maximum de lumière. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre quand on fait de la photographie. Malgré les progrès qu'on Malgré peut tous les constater progrès. par ailleurs, d'ailleurs le micro 4 tiers a souvent été un peu le vilain petit canard qui était fustigé pauvre, pour ses mauvaises performances en ISO, etc. Ça s'est amélioré quand même. depuis. Oui, ça s'est amélioré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'améliore principalement sur les aspects, là je vais rentrer technique, mais sur les aspects de la dynamique principalement. Après, le fait de capter du photon, c'est relié directement à l'efficacité quantique de votre capteur. L'efficacité quantique, c'est la réponse du silicium. Et ça, pour le coup, l'évolution, elle n'est pas forcément significative. On est vraiment dans la physique, là, pour le coup. Alors, je vais traduire pour nos auditeurs. La dynamique d'un capteur,
c'est sa capacité à pouvoir enregistrer des sujets contrastés, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre le point le plus sombre de son image et le point le plus clair de son image. C'est ça la dynamique d'un capteur. Alors moi, tant qu'on en est à parler, enfin on attaque un peu le côté techno, il y a une question que je me pose et qui me terrifie et qui me fait peur, c'est la définition. Ok. Alors au début du numérique, on avait la course au pixel. À un moment, ça s'est un petit peu tassé. Et là, j'ai le sentiment que ça repart un peu de plus belle, plus lentement, mais ça repart quand même. Sur du 24-36, là, on est grosso modo à 50 millions de pixels. 61. 61 avec le Sony. Sony A7R4. Sony, Ouais. 61, ok, Ouais. donc même moi je suis à la rue. 61 millions de pixels sur du 24-36. Le moyen format, on est sur du 100. 100. Ok, et sur du micro 4 tiers, on est sur du 20. 24, non, il y en a pas 20. un qui fait 24 20. Bon, si ça continue comme ça, on pourrait se dire que la suite logique, ce serait un 100 millions de pixels sur un 24-36. Oui. Mais finalement, avec 100 millions de pixels sur un 24-36, qu'on va pas avoir des pixels beaucoup trop petits, est-ce qu'on n'arrive pas un peu aux limites de ce qu'on peut faire optiquement pour pouvoir définir tous ces points? Tu posais déjà cette question il y a 5 ans. C'est ça. Bah, Je me souviens. écoute, On en parlait. Tu vois, déjà. la question du débat, Et- c'était et est-ce que pourtant, hein. finalement la taille du capteur compte? Est-ce que le nombre de pixels compte? Bah bien sûr, enfin ça Mais sert à quel à rien d'en avoir un gros si on a plein de pixels dessus, si je ne m'abuse. Bah, après, en fait, on a aussi, le contre-exemple, t'as Canon avec son R3, ils sont à 20, 24 24. Donc voilà, et eux, ils ont besoin d'aller très vite, donc traiter beaucoup d'informations très très rapidement. Donc eux, ils ont décidé pas trop en mettre. Et Sony, à l'inverse, Sony a un boîtier très 50 rapide, millions et qui est très rapide et qui carbure, et qui fait de la 8K et qui Mais machin. après, est-ce qu'on a toujours besoin, ça c'est l'éternel débat, est-ce qu'on a besoin de 60 millions de Qui pixels? peut plus, peut le moins. Après, tu as les options de RAW Après, inférieures, etc. qui sont Ouais, pas mais mal, après, il faut bon. acheter les optiques qui vont avec. Tout à fait. Attendez Voilà, les gars, tout moi à je fait. posais la question avec Ouais. clairement. Une optique sur un 100 millions de pixels sur un 24-36, ça existe? Pour l'instant, je ne crois pas, j'en ai pas en tête. Alors, ce qui est intéressant, c'était justement, je voulais parler de la discussion qu'on avait il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait des capteurs 24 mégapixels, 36 mégapixels Ouais. qui sortaient. Et Renault venait me voir et me disait mais c'est pas possible, les optiques vont pas pouvoir tenir, les pixels sont beaucoup trop petits, etc. Et en fait, moi, comme d'habitude, je disais que je savais pas et que j'allais attendre de voir les mesures. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, Renault, il avait raison. Les optiques de l'époque ne suivaient Renault pas. a toujours raison. Les Et optiques ne arrêtez. suivaient pas. Et on l'a vu en mesurant au fur et à mesure. Tous les fabricants ont été obligés de renouveler toute leur gamme C'est optique. ça. Tout le parc Et- optique a été renouvelé. Ce qui va se passer avec les 100 mégapixels, c'est probable. Après, je connais pas les limites des optiques actuelles. Il faut savoir que quand même, on se posait déjà la question sur les 50 mégapixels. On se demandait si les optiques, je parlais des Sigma Art qui sont sortis il y a 2-3 ans, qui étaient splendides, est-ce que ça tenait la route sur des 50 mégapixels? Ça tient la route sur les 50 mégapixels. Donc maintenant, est-ce que ça va être capable de fournir la résolution pour les 100 mégapixels? J'aurais tendance à dire non, on risque d'arriver à la limite, mais faut voir. Après, Ouais, est-ce faut qu'ils voir, sont hein, capables de c'est au cas fabriquer? par cas. Je pense que oui. C'est au cas par cas, parce que quand Canon sort son 5DSR de 50 millions, on les a presque oubliés, ces C'est boîtiers-là. vrai, c'était Et génial ce 5D, truc. 5DSR, dans la notice, dans le mode d'emploi, il y avait une liste, un D'optiques tableau compatibles. d'optiques. Non, Bah, recommandé. ouais, c'est ça. Recommandé. Ce qui revient à parce peu que près au même, quoi. parmi les sériels, il y a même des sériels qui n'étaient pas au niveau, quoi, qui passaient pas. Au niveau du nombre de pixels, moi je me souviens d'un autre phénomène qui était relativement intéressant, c'était les stabilisateurs optiques aussi, des optiques qui n'étaient pas assez performants. Moi je me souviens, le premier test Oui, pour les flous du bougés. D800, Oui. du D800, Oui, oui. toutes mes photos, elles étaient floues avec le 24-70, 2.8 stable et tout. Rien net. Et tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était parce qu'il y avait trop de pixels et que le moindre petit décalage, il se bougeait, il se voyait à l'écran. Et donc, du coup, il fallait Bah, c'est pour ça que le D810 Améliorer, c'est sorti pas trop longtemps après. hein. ouais, et qu'il Pour fallait un peu masquer tout ça. améliorer en fait la stab optique et doubler tous les systèmes de stabilisation parce qu'on a besoin d'une précision extrême là-dessus. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que quelqu'un est capable de nous expliquer pourquoi c'est la technologie CMOS qui a priori elle est majoritaire sur la plus grande partie des boîtiers, même s'il y a deux trois petites exceptions exotiques. Et il y a tout un espèce de marketing autour du CMOS. On parle de PSI, de stack. On regarde Hervé peut-être. Mais c'est pas que du marketing. Hein. Ouais, enfin. Ce qui est drôle, c'est que tout au début, moi je me souviens, les scanners, tout ça, étaient équipés de capteurs CCD et on disait que c'était la meilleure techno. Alors je crois qu'après c'était hyper cher, hyper gourmand en énergie, c'était sans doute
plus compliqué à Moi, faire. Et puis après, donc, le CMOS est arrivé là-dessus, moins performant, mais à mon avis, bien plus simple. Au départ, ils à étaient faire. moins performants. Ouais. Au départ, ils étaient moins performants, Voilà, mais puis après, beaucoup plus, tout le beaucoup monde a plus faciles à travaillé dessus fabriquer. et, Tout le monde est passé dessus et en gros, les performances se sont améliorées significativement. Alors, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Le CCD était en train de disparaître, donc je suis pas un spécialiste du CCD. Mais à l'époque, dans mes souvenirs, c'était exactement ça. Il y avait des nostalgiques du CCD qui disaient que potentiellement c'était la techno la meilleure, mais en termes de fabrication, ils n'ont jamais réussi à produire dans les volumes qui étaient nécessaires et avec la qualité nécessaire sur du CCD. Donc ils sont passés très vite sur des technologies CMOS. Alors à l'époque, c'était du FSI, du Front-Side Illuminated. Ok. Et On effectivement, rentre dans le dur, maintenant, on est passé. Tu me titillais, donc je réponds. Non, mais bien sûr, bien sûr. il est là Et pour ça. et donc ensuite, on est passé sur du BSI. BSI, c'est des technos qui sont maintenant quasiment systématiques dans le monde du smartphone. Elles sont dispo depuis 4-5 ans dans le monde du smartphone, au moins. Et en gros, l'idée, c'est juste de... En fait, on est toujours dans le même combat, c'est-à-dire comment faire pour capter un maximum de lumière. C'est toujours la même histoire. À l'époque, vous aviez le Front-Side Illuminated ne vous permettait pas d'avoir un chemin assez direct en fait entre le silicone, donc qui est vraiment l'instance sensible du CMOS, et la lumière. Vous aviez et donc l'idée du Backside Illuminated, c'est de retourner le capteur et de faire en sorte en fait que le chemin entre la lumière et le silicone soit vraiment le moins impacté par tout ce qui va être circuiterie, etc. Donc le Backside Illuminated, vous avez gagné, alors après là pour le coup c'est du marketing, ce qui a été annoncé c'était 30% de sensibilité en plus. Alors je pense pas qu'on les ait, mais oui, il y a eu un gain de 10-15% en sensibilité quand on est passé sur les... Et ça veut dire que le commun des photographes qui va dans son magasin photo préféré, qui compare les fiches techniques, est-ce qu'il faut qu'il regarde de près, il se dit tiens BSI, pas BSI, je vais prendre le BSI comme ça, Il y a plus le sera choix forcément maintenant, mieux. tout est BSI maintenant. Ah non? Non. Ah bah non, je pense qu'il reste encore des capteurs... dans le monde de la photo, il doit rester des capteurs en front-side. Je pense que c'est pas hyper clé, sachant qu'il y a d'autres aspects dans le traitement du capteur qui sont aussi nécessaires. Alors là, je prêchais ma paroisse, mais vous pouvez aller sur dxomark.com pour regarder les résultats capteurs. Mais c'est pas pour prêcher ma paroisse, c'est qu'il y a tellement de choses en fait à prendre en compte au niveau de la qualité d'un capteur qu'on peut pas résumer ça sur de la spec front-side et backside. Ça, non, mais disons que c'est toujours l'élément en plus. Et le fameux stack, alors on voit débarquer le stack un peu partout. Sony a commencé, puis la Canon s'y met. Alors, tu peux nous expliquer donc, stack, c'est empilé, structure empilée du capteur, ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une puce, c'est ça, un truc? Il y a des technos qui sont assez variés derrière l'idée. En gros, c'est d'être capable de récupérer l'information du pixel, au niveau du pixel, à différents moments de la capture. L'idée, c'est un peu ça. Ça permet d'avoir des systèmes multi-capture, en fait, sur un temps de pause. Donc, quand vous faites une photo, vous utilisez un temps de pause. Ça peut être 60 millisecondes, etc. C'est parfois super important et super intéressant de stacker, c'est-à-dire de récupérer une première information à 30 millisecondes et une deuxième à 60 millisecondes. Pourquoi ? Parce que en fait, vous allez pouvoir ensuite, avec du post-traitement, vous avez deux images. Vous en avez une qui est exposée à 30 et une à 60. Ce qui veut dire que vous allez avoir une image un peu plus sombre, vous allez capter potentiellement un peu mieux les mouvements, mais vous allez aussi préserver beaucoup mieux les clairs et, en post-processing, agrandir la dynamique de votre capteur RAW. Oui, donc ça sert la qualité d'image, ça améliore le temps de traitement. Ça améliore surtout la dynamique. Et la dynamique. Ouais. C'est encore une fois, c'est la dynamique. Donc BSI pour la sensibilité et empilé pour la dynamique. Ok. Comment vous testez, vous, les performances des capteurs chez DxOMark ? Alors nous, on les teste sur les captures RAW. Donc on essaye d'avoir vraiment le signal qui sort directement du capteur. Donc on teste tous les formats RAW globalement. Et on va analyser toutes les performances capteurs. Alors, on se concentre sur les performances photo. On n'analyse pas les performances capteurs vidéo. Ça, c'est un sujet vraiment important pour, à mon avis, la plupart des auditeurs. Le monde de la photo vraiment nécessite de se concentrer sur la capacité du capteur à capter du photon sur une prise de vue. Ensuite, quand on parle de vidéo, là, il y a d'autres aspects, notamment la capacité du capteur à fournir un flux vidéo extrêmement précis, extrêmement rapide. Et donc ça, pour l'instant, on ne le fait pas. Côté photo, on va se concentrer sur trois aspects. Donc, comme je disais, la capacité à capter du photon. Donc là, on va mesurer le bruit. Okay. Donc, en fait, on va faire des choses très très simples. En fait, on va mesurer la moyenne obtenue sur des patchs très homogènes, et on va regarder en fait la variance
pour chaque pixel autour. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bruit. Hein. Et on va mesurer le bruit. Donc, ça se mesure avec des écarts types. C'est tout simple. Donc, écart type, en fait, c'est la capacité en fait, de votre capteur pour une information donnée. Donc, on va émettre des mires avec des niveaux de luminance qu'on maîtrise parfaitement. Donc, pour cette zone de l'image, on sait qu'on va avoir une certaine valeur moyenne qui va être vraiment totalement homogène. Et le capteur, en fonction de l'ISO que vous allez utiliser, il ne va pas être capable de fournir le même niveau de grille pour chaque pixel. Donc c'est l'écart que vous mesurez. C'est l'écart qu'on va mesurer. Et c'est ça qui va amener votre bruit à la fin dans votre image. Il faut absolument que le capteur soit capable de limiter au maximum cet écart. Et cet écart, en fait, il faut l'analyser sur toute la plage de la dynamique de votre capteur. Donc ce qu'on appelle le bruit photonique, c'est principalement le bruit qui va se passer dans les zones standards, 18%. Alors, je ne sais pas si tout le monde me comprend quand je parle de 18%. Ouais, les lumières moyennes, quoi. Voilà, c'est la lumière moyenne, c'est ce qui représente moyen. 18%. Ouais, c'est le gris moyen, à peu près ça. C'est charte de gris. C'est ça. Donc, avant tone curve, en gros, vous êtes à 18%. Après gamma, vous êtes à 50%. Vous êtes à 127 sur une dynamique 8 bits. Et c'est à partir de tout ça que tu établis une note à la fin? Oui. C'est ça. Alors, donc, bruit photonique, bruit ensuite de lecture, donc ce qu'on appelle la dynamique. Donc, c'est principalement impacté par le bruit de lecture. Donc là, on va regarder ce qui se passe dans les traits sombres de l'image. Et ensuite, on va aussi regarder le comportement couleur, c'est-à-dire la capacité du capteur à discerner la couleur et à fournir des images non bruitées, notamment fidèles. Et fidèles. Voilà. Ok. Donc, on additionne ces trois informations-là, on mesure pour tous les ISO, et ensuite, on essaie de résumer ça dans des scores qui vont être un peu plus intelligents. C'est qui le best of the best, là, aujourd'hui? Actuellement, donc, c'est un moyen format. Je me souviens plus du best actuellement. C'est un des derniers moyens formats. Eh ben, on ira sur DxOMark pour regarder. Et c'est un capteur Sony sur le moyen format, c'est qui Non, moyen format, c'est un Hasselblad de tête. Et en plein champ, c'est un Sony. Plein champ, tu veux dire plein format. Et est-ce que vous arrivez à lire tous les types de capteurs? Parce qu'il y a les matrices de Bayer, il y a les X-Trans, il y a les Foveon. Peut-être, Renaud, tu peux nous expliquer la différence entre toi, entre ces types de capteurs-là? Ouais, alors rapidement. Là encore, c'est plutôt Hervé qui serait bon. Après, c'est plus en plus, la matrice colorée qui change et qui permet en fait après un post-traitement en fait, des données récoltées par le capteur pour reconstituer les informations colorées. Moi, je voulais peut-être juste rebondir sur ce que disait Hervé. Eux, ils ont une approche très. Oui, parce que vous, au numérique, vous faites du test aussi. Alors, nous, on fait du test. Nous, en fait, on est plutôt sur le résultat, en fait, de vraiment l'image qu'on va récupérer directement sur notre carte mémoire. Et on va, je dirais, on a une scène test avec différents éléments, plus ou moins pièges pour les appareils photo. On a deux sources lumineuses et on photographie à toutes les sensibilités ISO et on regarde un peu le résultat. On a également sur cette scène test, on a des petits éléments qu'on peut mesurer pour définir des notes. Et donc là, nous, ce qu'on va mesurer, c'est les performances du capteur, mais aussi de tout ce qui est traitement derrière de l'image, donc tout ce qui est lissage, restitution. Donc vous, de votre côté, on est plus sur une approche subjective un peu de la chose, et du côté des DxOMark, on est sur une approche très objective des tests et des mesures. Ça marche. Renaud, tout à l'heure, tu disais que le format 24-36 avait tout un tas d'avantages au niveau même de la qualité d'image et de la prise de vue. Alors, on met un peu de côté là, ces histoires de définition et de technologie de capteur. Le 24-36, il offre quoi, du coup ? En fait, je pense que surtout dans l'imaginaire du photographe, c'est cette notion de bokeh, de flou arrière, de pouvoir détacher en fait le sujet qu'on veut prendre. Ce qui est un peu plus délicat avec des petits capteurs, ce qu'on voit qui est très délicat avec des smartphones. T'as des super bokeh avec des smartphones maintenant. Ouais, mais ils sont un peu tout faux en fait. Voilà, ils sont faits à la truelle et avec des bons gros algos. Là, là c'est plus des principes optiques qui jouent. Et c'est vrai que c'est un peu ça qu'on recherche avec ce format-là. Après, il y a plein aussi d'inconvénients. C'est plus gros, c'est plus lourd, c'est plus cher. C'est plus cher. C'est quoi le ticket d'entrée pour un hybride 24-36 là ? 9, hein ? 9, tu achètes l'Alpha 7.
dont on parlait tout à l'heure. Ouais, non, sortent mais, en Ouais, mais ça, 2006. c'est un peu vieux quand même. Hein. Question, Qui achète réponse. encore un Alpha 7 là Eh ben, Ouais. Et, tu, et l'Alpha 7, je suis même plus sûr qu'on le Il est- trouve. il est dispo, neuf? moins de 1000 Non. euros, neuf, avec C'est- un 2870. 7.2. Voilà. Il est même Bon, pas ok. stable. Et t'as même, sinon, Il t'as est le même pas 7.2 stable, le qui est 7. pas, qui est Ah, pas le stable. Bon, 7.2, ok, ouais. ok, Et là, je reformule. L'Alpha 7 au niveau de l'autofocus, c'était quand même une. Ah ouais, l'appelé. Ah non, mais moi, c'est le bruit de l'obturateur qui est rédhibitoire. C'est pour ça qu'il faut aller sur les générations d'après. Non, mais maintenant, blague, chez blague à Canon, part, Canon tu EOS vas R. chercher le RP chez Canon à moins de 1500 euros. Tu peux t'équiper d'un boîtier nu. Si tu as un parc optique, on parlait tout à l'heure des compatibilités autour du format 24-36. Si tu as un parc optique 24-36 réflexe en monture EOS, eh ben, tu peux mettre une bague et les utiliser. Enfin, voilà. Donc, en fait, on peut s'équiper, mais après, quand on va vers les longues focales ou quand on va vers les focales lumineuses avec des capteurs définis, l'addition commence à être salée et le poids commence à être vraiment lourd à porter. C'est surtout ça, parce que je dirais que même maintenant, sur des petits capteurs micro 4 tiers, tu as des optiques qui sont quand même très très chères et qui C'est certes vrai, c'est vrai. sont, T'as raison. sont plus compactes et plus légères, ce qui ça fait toujours l'avantage de ces systèmes-là. Après, en termes de prix, de toute façon, tout est assez haut maintenant, hein, clairement. Mais effectivement, je pense que petit capteur, APS-C, on le voit, ça fait quand même des boîtiers qui sont quand même plus petits, qui sont plus légers. Tout le monde a 24-36 autour de cette table? Moi, j'en ai encore un, mais je l'utilise moins. Ouais, t'en as encore un. Alors, Qu'est-ce que J'ai t'as? toujours mon D700. Bon, ça compte pas. Ah, ouais, ouais. ah, si, bien sûr. Bah oui, j'ai toujours Ah, un D750 aussi, mais est-ce que vous l'utilisez? ouais. Moi, j'ai tout revendu. hein. Ah, Alors, je vais faire un petit placement de produit. Voilà. J'ai tout revendu mon matériel sur MPB, hein, qui est notre partenaire de l'émission, et je me suis offert l'Olympus PNF. Ah bah oui. Micro Ouais, 4 ouais. tiers. Du coup, je vous propose qu'on commence à parler un peu de ces petits capteurs. Alors, bon, bien entendu, donc il existe aussi des appareils qui utilisent des capteurs plus petits que le format 24-36, comme l'APS-C ou le micro 4 tiers. Alors, l'APS-C, il a le même ratio, 3,5 que le 24-36. Le micro 4 tiers, lui, il a un ratio un peu différent, 4 tiers, comme son nom le laisse supposer. Le micro 4 tiers, il est 2 fois plus petit. Que le 24-36 et la PSC, il est 1,5 fois plus petit. Sauf Canon. 1,6 fois. Ouais, non, mais ok, allez, c'est bon. Faut être Faut être précis. précis. Ouais. Ok, les gars, merci, vous m'aidez beaucoup là. Donc, en guise d'introduction, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un photographe qui s'appelle Kikiviste Thierry, qui est spécialisé dans la photo de concert et plus particulièrement dans l'univers du métal. Lui, il a fait le choix du micro 4 tiers Olympus et nous explique pourquoi ce format est un avantage dans sa pratique photographique. On l'écoute. Alors, le choix de la taille du capteur, forcément lié à mes appareils, est aussi lié à la qualité et à la mobilité que je recherche pour couvrir les photos de concert métal, puisque forcément, hein, le métal est un univers qui bouge et il faut être très mobile dans ce genre de concert. Je prends souvent en exemple le Hellfest que je couvre tous les ans. Le Hellfest est un festival donc, qui dure sur 3 jours minimum, voire 4. Et on a forcément besoin de mobilité lorsqu'on enchaîne les 6 scènes qui sont mises à disposition lors de ce festival. Donc le poids, l'encombrement et bien sûr la qualité que je recherche sur mes images est primordial pour le choix de cette taille de capteur en micro 4 tiers. Alors effectivement, le choix de ce format est aussi lié au facteur de conversion pour les optiques, hein, puisqu'on a un facteur de conversion x2. Donc la plupart de mes copains qui shootent en live en même temps que moi, on est équipé en général avec, pour leur part, avec un 24-70, 70-200. Et pour ma part, je travaille avec un 24-80 et surtout un équivalent 80-300 mm à 2.8. Donc ce qui me donne une focale beaucoup plus longue, qui m'évite aussi de rester collé à eux, être ce qu'on appelle dans la mêlée. Donc je peux prendre un peu plus de recul ou alors faire le choix d'avoir des cadrages beaucoup plus serrés que ce que eux peuvent avoir lors de leur prise de vue. Alors l'histoire de la profondeur de champ, moi je mettrais ça plutôt comme un avantage en concert et pas comme un inconvénient. Lorsqu'on travaille en plein format, la zone de netteté lorsqu'on travaille avec un 200 mm par exemple, elle est très courte. Donc on a tendance à fermer le diaphragme pour pouvoir garantir cette tolérance de mise au point avec la profondeur de champ. L'avantage du micro 4 tiers, ça va être à l'inverse, de pouvoir travailler à pleine ouverture et justement pouvoir bénéficier de cette profondeur de champ un peu plus grande. En concert, moi, j'essaye d'intégrer
l'ensemble de la composition des artistes. Donc la scène en fait partie. Effectivement, pouvoir travailler avec plus de sécurité au niveau de ma mise au point, ce format de capteur m'offre encore cette garantie-là. Bon alors on le comprend bien, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients à passer sur un capteur plus petit que le 24-36, il y a des compromis à faire. Alors le premier, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, hein, c'est entre guillemets cette définition maximale qui est pour l'instant un peu limitée aux alentours des 20 millions de pixels. Mais moi personnellement 20 millions de pixels c'est largement suffisant pour 99% des choses. Le micro 4 tiers, pour parler de celui-là, voilà, il a cette réputation d'être un peu moins performant dans les basses lumières et donc dans les hautes sensibilités ISO. Là aussi, ça reste très relatif, avec des optiques lumineuses, avec l'utilisation d'une stabilisation mécanique et optique performance. On peut limiter l'utilisation des hautes sensibilités ISO et du coup, la montée de ce bruit. Le bokeh est un peu différent sur ces appareils-là, mais il y a un facteur de conversion qui, là, pour le coup, est assez avantageux pour ceux qui ont besoin de voir loin, puisqu'il faut multiplier les focales par 2 pour avoir la focale équivalente. C'est très intéressant ce que racontait Thierry, et quand on voit ces images, on sent qu'il est en totale maîtrise de son boulot, hein. Il fait de superbes photos de concert. Ce qu'il dit sur la profondeur de champ, c'est vrai, il y a on a une latitude plus grande sur la profondeur de champ et la zone de netteté avec le micro 4 tiers. Moi, je l'utilise surtout en vidéo, je trouve que c'est très confortable. En photo, je préfère avoir une latitude, un spectre encore plus large, et du coup, là, je vais préférer le 24-36 pour pouvoir des fois faire des flous vraiment profonds, quitte à fermer vraiment le diaph et choisir d'optimiser la profondeur de champ. En vidéo, je trouve que le micro 4 tiers a un réel avantage à ce niveau-là. Pour faire des transitions d'un sujet à l'autre, on rate moins, entre guillemets, ces transitions de flou. Oui, là-dessus, moi je suis assez d'accord. Enfin, pour la vidéo, c'est un vrai bonheur. En fait, le micro 4 tiers, je trouve que c'est le meilleur compromis parce qu'on on en avait déjà parlé sur une autre émission quand on filme avec un 24-36. Voilà, on a toujours, et qu'on veut shooter en pleine ouverture, on a toujours une zone fin de netteté qui est quand même très courte. Et donc, lorsque le sujet bouge un peu, on perd un peu le sujet, enfin justement. Là où c'est peut-être intéressant aussi de se dire sur la profondeur de champ, c'est que généralement sur le micro 4K, il faut des optiques qui sont plus lumineuses et fatalement, elles sont elles aussi plus grosses et plus lourdes. Et donc du coup, plus chères. Et plus cher. Ouais, ça reste quand même relatif, hein, parce qu'une optique lumineuse 1.2 Olympus micro 4 tiers, ça reste quand même nettement moins imposant, nettement moins lourd qu'un 85 mm 1.2 signé Canon, par exemple. Oui, qu'un 1.2, mais un 1.8 en 24-36 peut suffire largement et coûtera sous le millier d'euros, alors que là... Pour retrouver l'équivalent micro 4 tiers, il faut investir dans... Au niveau des micro 4 tiers, je me souviens plus s'ils appliquent la même norme au niveau des ouvertures que sur le full frame. Je crois. Ouais. Mais ça, c'est le débat infini. Est-ce qu'il faut, entre guillemets, appliquer un coefficient d'adaptation quand on travaille en micro 4 tiers? Il faudrait. Normalement, une ouverture, c'est vraiment un diamètre, si tu veux. Donc, c'est à peu près certain que les ouvertures sur micro 4 tiers sont... alors, si elles sont compatibles, a priori, ça va marcher, mais à tous les coups, pour moi, elles sont plus petites, en fait. Donc, en fait, un équivalent 1.2... On peut pas dire un 2 micro 4 tiers équivaut à un 2 full frame, attention. Donc, ça donne l'impression un peu fausse d'avoir... Et donc, le petit rec, c'est quoi, alors? Je pense qu'il y a 1 ou 2 stops d'écart. De toute façon, c'est x2. Donc, c'est ça. Entre 1 et 2, il y a une grande différence. C'est pour ça que je te parlais du 1.8. C'est-à-dire tu pars de 1.2, il faut comparer à du 1.8. Et du coup... Du coup, ta profondeur de champ, tu la retrouves tout de suite. Exactement. Donc, mais bon, c'est à creuser. Bon, après, avec les boîtiers qui sont équipés d'un capteur APS-C ou micro 4 tiers, il y a aussi un autre point qui est pas négligeable. C'est le prix des boîtiers. Et puis la taille et le poids des bousins, quoi. Et l'encombrement, etc. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'ils existent toujours, et c'est pour ça qu'autour de cette table, finalement, le 24-36 est en minorité. Finalement. Et que Renaud et moi-même avons fait le même choix de l'Olympus PNF pour un côté esthétique assumé. Exactement. Ok. C'est inséparable, les gars. Jusqu'au bout, c'est fou. Et ça fait des années que ça dure. Mais aussi et surtout parce que c'est un boîtier qui est petit, quoi, qui est hyper agréable à utiliser, qui est relativement léger. C'est un boîtier que j'ai tout le temps dans mon sac, alors qu'un 24-36, non. Et oui. Après, pour parler technique, au niveau limitation, notamment capteur, oui, effectivement, vous n'allez pas capter, comme j'expliquais, le même niveau, le même ratio de lumière.
Et après, derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution des RAW-converteurs et des algorithmes de débruitage. Juste sur la partie software, en 5 ans, vous avez gagné 3, 4, 5 stops. Voilà. Donc, quelle est la plage, au final, où vous avez vraiment besoin d'un full frame par rapport à un micro 4 tiers? Elle se réduit, puisque au niveau software, vous pouvez rattraper en gros tous les problèmes que vous avez au niveau de la capture. Après, tout le monde dématrise pas ses RAW non plus. Shooter Tu en parles RAW, mais des si. RAW converteurs. Il faut shooter en RAW. Et Voilà. alors, nous, on est effectivement. Renaud, tu nous fais ta petite phrase. Le RAW, c'est la vie. Ah, l'euro, c'est L'euro, c'est la bien vie. sûr. Et je suis infiniment d'accord avec ça, sauf que, en l'occurrence, j'ai envie de citer l'exception qui fait la règle, c'est que j'ai un X100F, que le boîtier que j'ai tout le temps avec moi avec le petit Ricoh JR, bon, bref, chacun ses problèmes. Et avec le Fuji, je ne shoot qu'en JPEG, parce que j'aime beaucoup les profils Fuji, Mais c'est parce que me Fuji- satisfont, mais c'est une exception. Fuji, au niveau software, ils sont hyper bons. Ils fournissent un rendu image qui est, pour le coup, vraiment apprécié par les photographes. C'est pas forcément le cas de tous les boîtiers. Donc, la conversion, elle est vraiment critique. Et quand vous voyez ce que fournit Lightroom, DxO, Photolab, vous gagnez vraiment en qualité à shooter en RAW et à utiliser ce type de logiciel pour utiliser vos Oui, tu images. disais gagner 5 stops, tu peux juste expliquer Alors en rapidement. fait, Alors 5 stops, c'est une évaluation qu'on a faite il y a assez longtemps. Mais en gros, l'idée, c'était de comparer la capacité d'un RAW converteur d'il y a 5 à 10 ans sur une image, par exemple, à ISO 3200. Une image à ISO 3200, il y a 5-10 ans, c'était une image vraiment pourrie. Hein, au niveau RAW, vous aviez un bruit vraiment conséquent. Vous avez toujours du bruit à 3200. Il existe toujours. Maintenant, les capacités en débruitage, elles ont été améliorées. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont arrivés depuis, et notamment les techno AI qui sont maintenant généralisés et qui font gagner, en gros pour la même image RAW. Si vous utilisez un RAW converteur d'il y a 5-10 ans, vous allez voir beaucoup de bruit. Et avec le RAW converteur, avec les dernières versions de Lightroom ou de Photolab, un ISO 1600 ou 3200, vous voyez rien, c'est parfait. Puis il y a un autre truc qui se développe à vitesse grand V, pour le coup, plus dans l'univers du smartphone, c'est la simulation de bokeh qui mécaniquement va prendre de la précision et de la pertinence dans les mois et dans les années à venir. Et ça se trouve, Des rétros. dans quelques années, on pourra tous se payer des 50 mm f8 et simuler un 50 mm f1.2 en claquant des doigts. On passe de l'autre côté du spectre. Ok, donc on a parlé du format 24-36, on a parlé des petits capteurs, le micro 4 tiers et la PSC. On passe de l'autre côté et on va parler un peu des grands capteurs, enfin des capteurs dits moyen format. Capteur moyen format, la mesure c'est 4,4 cm par 3,3 cm. Il y a 3 acteurs sur le marché qui proposent des boîtiers équipés de ce type de capteur. Fujifilm, avec sa gamme GFX, qui essaye de démocratiser un peu ce format-là et de le mettre en face du 24-36 comme une réelle alternative au 24-36. Et de l'autre côté, on a aussi Hasselblad, donc constructeur historique d'appareils moyen format, et dans une certaine mesure aussi Leica, avec son S, je crois qu'on en est à la 3e génération aujourd'hui. Il y a Ricoh aussi. Hein. Quoi, le Pentax 645Z? Ah ouais. Ouais, d'accord, ok. Il est là. Je te l'accorde. Il existe. Hein. Oui, il existe. Oui, il existe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces capteurs grands formats qui proposent des grandes définitions, mais qui ont donc des grands pixels? L'essayer, c'est l'adopter, non? Alors, je pense que tout ce que vous avez dit sur les full frame peut s'appliquer au moyen format. Enfin, grosso modo, au superlatif. Bah oui, voilà. C'est ça. Donc là, On si vous regardez le exacerbe classement tout ça. capteur des XOMark, vous avez que des moyens formats dans les premières places. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils captent plus de lumière, je vais encore le répéter. Après, attention, on est sur des capteurs qui sont fabriqués en beaucoup plus petite quantité pour l'instant. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on sent que ça commence à devenir de plus en plus populaire au niveau du monde de la photo. Et donc on peut espérer qu'il y ait de plus en plus d'unités fabriquées. Et donc, en général, on attend une augmentation de la qualité quand la production augmente. Oui, on voit que les GFX, là, le 50S Mark II est proposé à moins de 5 000 €, je crois, nu. On commence à avoir une espèce lente démocratisation, le GFX 50R aussi, qui est un peu plus compact, qui était proposé encore un petit peu moins cher. Ça commence à venir, cette démocratisation du moyen format. Mais on ne peut pas tout faire avec, si. Enfin, en termes d'usage... Après, en fait, on en parlait tout à l'heure, les prix des 24-36 ont plutôt tendance à grimper et ceux des moyens formats ont plutôt tendance
abaisser. Donc peut-être à un moment donné, les courbes, elles vont Se croiser. croiser. Mais en fait, Sur le créneau expert, en tout cas, ouais. quand on dit que c'est toujours plus gros, plus lourd, moi j'ai mon petit chouchou chez Hasselblad, c'est le X1D. Il est tout petit, il est tout beau et il est pas gros, Tu pas t'en es lourd. acheté un? Non. Ah, bah, voilà. Bah ouais, mais ça coûte cher là. Pour Le le coup. X1D, il coûte combien? Ouais, c'était 5000, Ouais. 5000 tout nu quoi. J'ai vérifié le classement, c'est le X1D le top score. Ah voilà. En plus, celui-là, il est cool. Il faut c'est qu'on le ait top une score, équipe en de plus. fast-checking, les gars. On est en période électorale. On n'a pas notre team fast-check. On est désolé. Hervé, du coup, donc c'est les capteurs les plus performants, donc j'en déduis qu'ils sont capables d'avoir la meilleure dynamique, qu'ils ont aussi mécaniquement le plus faible niveau de bruit. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels ils sont plus performants que l'U2436? Alors, sur la dynamique, attention, ça reste à vérifier. Sur la dynamique, les capteurs qui ont les meilleures performances pour l'instant mesurées, c'est des capteurs Samsung et des capteurs Sony, globalement. Ouais, la 7R4, il est Oui, excellent. le A7R4 est Dynamique. excellent. Il y a beaucoup de capteurs maintenant en 24-36 qui sont vraiment excellents en termes de dynamique. Donc, je rappelle, la dynamique, c'est vraiment la capacité de convertir en gros un signal analogique en numérique. C'est ça le facteur principal côté dynamique. Sur les pleins champs, sur les moyens formats, leur principale qualité, c'est vraiment la capacité de capter des photons. Donc c'est le bruit classique, on va dire, le bruit photonique. Là, ils sont extrêmement forts. Sur la dynamique, ils vont bénéficier des mêmes technos, donc ils vont avoir à terme la même qualité que ce que vous pouvez avoir chez le 2436. Après, en fait, D'un point de vue image, ça se convertit comment, Renaud, tout ça? alors, moi, je voulais peut-être juste revenir sur une partie image. Le bokeh, il est un peu exacerbé encore, de toute façon. Non, je pense qu'en fait, le plus gros souci, c'est plutôt côté AF, en fait, sur ces capteurs-là, parce qu'en fait, autant on est habitué maintenant à avoir du dual pixel AF, chez Canon, donc de la corrélation de phase sur les capteurs qui marche hyper vite, hyper bien, associé à de la reconnaissance de sujet. Tout ça sur les moyens formats, on n'y est pas encore, et c'est plutôt lent. Il y a des Même les progrès RAF quand même. Le Ouais. GFX 100S, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais là, le 50S. Et le 50S2, non, parce qu'il est pas totalement. Non, il est pas Excusez-moi, très bon. je comprends du coup Ah, toujours pas c'est quoi l'avantage d'utiliser un capteur moyen format. Bah si, on l'a un peu dit. C'est peut-être que en termes de rendu, ce sera superlatif par rapport au Ouais, 24-36. c'est tout moelleux, tout. Voilà, bien. c'est vraiment. C'est ouais. tout moelleux. Le bokeh moelleux. Alors, il y a peut-être 10 000 adjectifs qu'on peut adosser au mot Soyeux. bokeh. Voilà. Crémeux, Nébuleux, vaporeux. On va s'arrêter là. tournant. Mais il faut hein, rappeler, et Hervé le disait, petite production aussi, petite quantité, puis faible choix optique. C'est si le format 24-36 demeure peut-être référent, on ne dit pas que c'est le meilleur, on dit que c'est référent, c'est qu'il y a le choix. Et le problème peut-être à l'heure actuelle de ce format JFX, à moins d'avoir des besoins très spécifiques, studio, macro, voire street photo à main levée avec la stab, maintenant ça peut s'envisager, faut bien regarder les optiques dispo, il n'y en a pas pléthore. Très bien. Bon bah écoutez, je mets un terme à cette discussion et on passe désormais au débrief. Nous sommes toujours avec le journaliste Renaud Labracherie et l'ingénieur Hervé Makusinski de DxOMark pour parler des tailles de capteurs. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, Renaud, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Moi, je dirais que le 24-36, c'est le parfait équilibre en fait entre qualité d'image, encombrement, prix. Voilà, c'est un peu cette synthèse-là moi que je ferais, c'est que voilà, on a une qualité d'image confortable parce que le support il est relativement grand, il capte beaucoup de lumière, on a une bonne dynamique, on a un bokeh qui va bien et voilà, ça reste un compromis acceptable dans toutes ces questions-là. Voilà. Hervé. Oui, je suis de l'avis de Renaud. Hein. Globalement, c'est ce qu'on disait au départ, mais la plage de choix photographique, elle est beaucoup plus large, tout simplement. Tout fonctionne relativement bien sur le 24-36. L'AF a eu énormément d'améliorations. La profondeur de champ, elle est sympa. Et en termes de qualité d'image, je vais pas revenir là-dessus, mais pour l'instant, c'est quand même globalement la meilleure proposition. Donc oui, 24-36, intéressant. Maintenant, chacun a son budget. On peut faire des très belles photos avec des micro 4 tiers. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Et nos exemples à tous autour de la table, on l'a dit pendant le débat, prouvent que le meilleur appareil et celui qu'on a toujours avec soi n'est pas forcément un 24-36. Donc au final, c'est pas forcément celui qu'on va utiliser le plus non plus. Et c'est pour ça que les petits capteurs, peut-être, ont encore voix au chapitre. Renaud, est-ce que tu penses qu'un un photographe, un utilisateur de boîtier équipé d'un capteur micro 4 tiers ou APS-C est voué tôt ou tard à passer à du 24-36 mm? Je pense que c'est très tentant, en tout cas. Je pense qu'il aura sans doute envie d'essayer ça. Moi, j'étais le premier à acheter que des optiques 24-36 alors que j'avais un petit réflexe avec un capteur APS-C parce que je savais que je voulais aller vers ça. Donc, c'est toujours Oui, intéressant. parce qu'il faut rappeler que selon les marques, alors c'était valable surtout pour les réflexes, désormais Nikon, ça va ouais, changer un peu avec les hybrides, mais on pouvait pas monter, notamment chez Canon, les optiques EFS faites pour la PSC sur les réflexes 24-36 Canon, alors que chez Nikon, chez Pentax, on pouvait. Aujourd'hui, chez Nikon, ça va être à nouveau le cas. On pourra, la monture Z, il y a des APS-C et des 24-36. Mais il faut bien, quand on achète une optique, il faut quand même regarder un petit peu ce qu'elle couvre comme format de capteur. C'est important. Renaud, selon toi, il vaut mieux privilégier un bon boîtier avec un bon capteur ou une bonne optique? Ah, la question dure. Oui, l'optique. Je pense que parce que c'est avec ça qu'on peut vraiment modeler le rendu fin de son image. Après, comme on le disait, on shoot en RAW, on peut triturer avec les algos, le bruit, les choses comme ça, la couleur, mais le rendu, le bokeh, c'est quand même une bonne part de l'optique qui joue. Donc ouais, investir Donc dans l'optique. on imagine faire un sacrifice, un compromis sur la taille du capteur, mais maximiser les performances optiques. Ouais, mais il faut faire Ouais. attention à la F quand même. Il y a plein de paramètres, c'est toujours Ça dépend ce compliqué. qu'on fait C'est comme plein photo. de compromis. Enfin, quoi. ça dépend ce qu'on fait comme image aussi. C'est vrai. Photo Si de on fait de la mise au point pyramide, ça va, manuel, si quoi. on fait... Hervé, c'est quoi pour toi un capteur photo performant? Un capteur photo performance, c'est un capteur qui a un bon score sur dxomark.com. Bonne réponse. Allez, paf, allez, développe un peu. Non, un capteur performant, donc je reviens, mais c'est vraiment, en fait, c'est le ratio entre la taille et la capacité, en gros, à capter un nombre de photos conséquent. Plus on va capter de photons et plus on va fournir une image avec une qualité d'image idéale. Alors après, un bon capteur, pour moi, c'est aussi un capteur qui va être capable de fournir énormément d'images, donc d'avoir un framerate de capture extrêmement conséquent en RAW. C'est clé, on en parle très peu, mais dans les faits, les solutions multi-images, de traitement multi-images, sont hyper clés pour fournir une bonne expérience photographique. C'est quelque chose qui est souvent négligé dans le monde de la photo, quelque chose qui n'est pas du tout négligé dans le monde du smartphone. Et je pense que c'est aussi l'avenir. On a besoin de capteurs qui est capable donc de capter le photon, mais aussi capable de transcrire des images très rapidement. Bah, tu anticipes un peu sur la question qui suit. À court et moyen terme, l'avenir, donc du coup, c'est quoi? Alors, c'est cette idée de pouvoir capturer énormément d'images à la seconde pour faire des traitements complexes, mais est-ce que c'est pas aussi plus de pixels, des capteurs encore plus grands, peut-être une nouvelle technologie, peut-être que le CMOS va disparaître, ou est-ce que c'est un peu tout ça à la fois? On entend parler de capteurs organiques, de capteurs courbes, de capteurs à obturateur, comment ils disent, intégral, Obturation globale. globale. obturation Global shutter. globale. Voilà, Global Shutter, ça c'est c'est des choses super qui arrivent, ça intéressant. Ouais. Global Shutter, c'est une techno super intéressante, notamment en Bah, vidéo. qu'il y a sur le Pixie, si je ne m'abuse. Alors, sur la première génération. Si la première génération, il Ouais. l'avait. Global Shutter, alors c'est pareil, ça c'est d'un point de vue software derrière, mais c'est hyper intéressant pour un ingénieur qui va justement processer l'image derrière et essayer de vous fournir la meilleure image, d'avoir une capture qui est faite rigoureusement au même moment. C'est un gain en qualité qui est vraiment absolu. Ça permet d'éviter tous les problèmes de rolling shutter, tous les problèmes de distorsion dans l'image qui sont dus à la capture. Le global shutter, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Et un mot rapidement peut-être sur les capteurs justement Foveon et X-Trans, dont on n'a pas parlé mais qui sont particuliers. Alors les Foveon, ils sont super intéressants parce qu'en fait, l'idée c'est... alors là, par contre, il faut expliquer un peu comment ça marche un capteur Bayer. Un capteur Bayer, en Les fait, matrices de Bayer qui derrière, sont quand la majorité. D'ailleurs, ouais, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même on peut important. pas tout dire. On peut pas mais tout Mais dire. c'est important. Quand, ça, quand même. quand on vous annonce 24 mégapixels, dans les faits, vous n'avez pas 24 mégapixels RGB, vous avez 24 mégapixels en Bayer. Donc vous avez un pixel vert, enfin 2 pixels verts souvent, un capteur bleu et un capteur rouge. Ça, c'est la techno Bayer standard qui a été inventée par Monsieur Bayer dans les années 70 de tête. Et ensuite, vous avez la techno donc
Foveon. Alors celle-là, elle est intéressante d'un point de vue optique parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir l'information rouge, vert, bleu sur le même pixel. Donc en fait, la sensibilité, le pixel est travaillé de façon telle que vous allez récupérer l'information d'une couleur à une profondeur lambda du pixel, et plus vous allez descendre, plus vous allez avoir les autres couleurs. C'est un peu comme si on avait 3 capteurs empilés, quoi. Exactement, 3 capteurs empilés. Ça, c'est intéressant au niveau optique parce que dans les faits, votre pixel, il n'a pas besoin de dématrissage derrière. Ensuite, vous avez les capteurs Fuji qui, eux, ont un bailleur, mais c'est pas un bailleur. Et donc, en fait, c'est juste donc, c'est toujours une problématique de dématrissage, c'est-à-dire que vous avez un pixel pour une couleur, mais avec une organisation en mosaïque qui, d'après Fuji, permet potentiellement des rendus et du post-traitement plus fidèles. Ok. Benjamin, dresse-moi le portrait robot du capteur idéal pour toi. Le capteur idéal, allez, on va dire un 24-36, on va dire, allez, on le gonfle un peu, BSI, stacked, stabilisé aussi. Voilà, la stabilisation, en tout cas au niveau du capteur, désormais, c'est devenu un critère important à mes yeux et pas fortement pixelisé, pas nécessairement. Je trouve que la trentaine de pixels, c'est pas mal comme compromis. J'aime bien le 5D Mark IV chez Canon. Je comprends pas pourquoi la plupart des fabricants actuels restent sur un delta vingtaine ou aller carrément sur les 45, 50, 60. Moi, j'aime bien l'entre-deux. La trentaine de millions, c'est quand même pas mal. Ça permet d'utiliser un peu toutes les optiques et de faire à peu près tout, du sport, du portrait, etc. Avec aussi, on n'en a pas parlé non plus, des options des modes high-res qui permettent de produire des clichés plutôt nature morte, paysage un peu plus fourmillant de détails, on va dire. Voilà, d'obtenir des clichés de 200 millions de pixels avec un capteur de 24, par exemple, des choses comme ça. Avec des stabilisations capteurs, c'est ça ? Absolument, avec la stabilisation, avec la translation du capteur. Donc voilà, ce serait grosso modo le capteur idéal, quoi. Merci Benjamin, merci Renaud, merci Hervé pour toutes ces explications. Merci. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission. Je vous propose qu'on attaque le quiz. Je le rappelle, mais le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Est-ce que tout le monde a bien compris les consignes ? On gagne quelque chose ? Oui. Je commence avec une première question qui nous vient d'un certain Kern 1138 qui était destiné Renaud Labracherie. Pourquoi l'équivalence plein format sur l'ouverture fait l'objet de débats interminables ? En fait, on en parlait tout à l'heure, c'est par rapport à des petits capteurs, on ne sait jamais si l'ouverture f1.8 sur un 24-36 ou sur un micro 4 tiers, c'est équivalent. En fait, non, probablement que non. Et voilà, donc en fait, il faut utiliser le même rapport de coefficient multiplicateur pour retrouver en fait l'ouverture. Donc voilà. Et j'ai gagné moins de 30 secondes. Merci Renaud. C'était incompréhensible. Deuxième question qui nous vient de nd.s_photo qui t'est destiné Hervé. Est-ce que les composants et matériaux utilisés dans la fabrication des capteurs ont un impact sur la qualité des photos ? Oui, forcément. Après, il y a toujours des travaux qui sont faits sur augmenter la sensibilité du capteur en lui-même. Donc, le silicium, le CMOS, mais ensuite, quelque chose aussi d'important, c'est les filtres de transmission pour la couleur, qui sont aussi importants. En fait, tout ça va dégrader la capacité du capteur à capter les photons. Donc, plus on optimise la transmission de tout ça, et meilleure est la qualité image à la fin. Parfait, 30 secondes, idéal. Je continue, troisième question. On retrouve Monsieur Kern 1138, question qui t'est destinée, Benjamin Favier. Le micro 4 tiers, il a encore de l'avenir ? En tout cas, il a un présent.
Et c'était pas gagné puisque Olympus a été racheté par un fonds d'investissement, JIP, je crois, un fonds d'investissement nippon est devenu OM Digital Solutions. Il continue à produire des boîtiers. Il y a le P7 qui est sorti, et des optiques qui ont vu le jour aussi. Et Lumix, de son côté, ne jure pas que par le plein format, puisqu'ils ont annoncé un GH6 en développement. Ils ont sorti un GH5 Mark II cette année. Donc, a priori... Et des optiques. Et des optiques. Et des très belles optiques. Merci beaucoup. Autre question pour toi, Hervé, qui nous vient de Thibaut_Murano. Thibaut se demande, est-ce que les moyens formats ont de meilleures montées ISO que les pleins formats? Alors, c'est intéressant. En gros, j'aurais tendance à dire qu'ils sont capables de capter plus de lumière en conditions basse lumière. Et donc, après la montée ISO, non, c'est similaire pour moi. La montée ISO, c'est juste un gain électronique. Hein. Donc, globalement, ce qui est important, c'est la base ISO. Et ensuite, le reste suit, en fait. Hein. Donc, j'aurais tendance à dire c'est similaire. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, question qui vous est adressée tous les trois, qui vient de moi et moi-même, une question qui tue, évidemment. Si vous deviez choisir et n'avoir accès qu'à un seul capteur jusqu'à la fin de votre vie dans votre appareil photo, vous préféreriez un 24-36 mm de 8 millions de pixels ou un micro 4 tiers de 35 millions de pixels? Ah, le 24. Le 24-36. Sans hésiter, ouais, 24 sans hésiter. Et j'ai même gardé un D3S de 12 millions que j'aime bien sortir de temps à autre. Et, ça Et moi, mon suffit largement. D700, il fait 12 et c'est nickel. Non, mais je vous parle pas de 12, je vous parle de 8. Bah 8, c'est Bon, bien. allez, ça m'arrive de recadrer mes images, donc 8, je suis pas loin. Les 8, ça va large. Hervé, on t'a Pareil. pas entendu? Pareil, 24-36, 8. Ouais. Eh ben, dis donc, les constructeurs qui font des ultra haute définition n'ont qu'à bien se tenir. Mais peut-être qu'on est trop vieux. Hein. C'est ce que j'allais dire. Quand on commence à se dire que le 5D, ça date, on est peut-être vieux, les gars. Merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Renaud, Hervé, c'était un plaisir de vous avoir à nos micros. Alors, quelles sont vos actualités respectives? Je vais commencer par toi, Renaud. Eh bien, Numérique.com, qu'est pas ça? Écoute, merci déjà pour l'invitation. Deux actus. Nous, on a le test de la Hero 10 Black qui vient de sortir. Elle est toujours aussi un peu bluffante en termes de stabilisation. Là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez impressionnant au niveau... Ils arrivent à inventer des trucs encore. Ouais. Ça, c'est- Là, il y a une Non, mais c'est conservation. redoutable. Fin de Chaque l'horizon, année, ils en sortent une. tu peux tourner la caméra sur 45 degrés. Ça se voit absolument pas. C'est bluffant. Et l'équipe Et- d'ingénieurs est basée à Paris. Hein. Ouais. Il y a une bonne partie Ah, qui c'est bosse impressionnant. ici au Moyen. Et il y a qu'on un les mec de invite. GoPro qui développe le Pixie. Hein. Il faut qu'on les invite, c'est Cocorico, intéressant. beaucoup. Cocorico. Mm. Et puis le test, puisqu'on a parlé du moyen format, le GFX 50S2, voilà, qui sort cette semaine sur les NUM. Voilà, très bon Ok. boîtier. Super. Hervé, WhatsApp, de ton Alors, côté? DxOMark.com, on a eu une grosse actu sur l'iPhone 13 qui a sorti quand même. Alors, il est un peu décevant d'un point de vue, disons, média, mais d'un point de vue technique, il est quand même super intéressant. C'est un aboutissement vraiment important, en gros, de la technologie qui a été apportée l'année dernière par l'iPhone 12 Pro Max. Là, c'est plutôt une amélioration software qui est faite, mais il gagne sur tous les points de vue. C'est vraiment fort. Donc ça, c'est au niveau photo, mais au niveau display aussi, le smartphone fonctionne vraiment bien. Et il Très fait de la intéressant. macro. Incroyable. Et voilà, et il fait de la macro, donc ça c'est un sujet qu'on va aborder certainement ce mois-ci, mais la macro en photographie smartphone, c'est un vrai challenge qui n'est pas fourni que par Apple. D'ailleurs, il y a pas mal de fabricants, Oppo, Xiaomi, Ouais, ils le font tous. Apple, c'était le sont- dernier. Hein, c'était La un peu macro le grand dernier, angle, alors ouais, grand forcément. angle. c'est de la macro. Ultra Alors grand. pour certains, c'est de la macro grand angle, pour d'autres, c'est de la macro avec le capteur main, donc un peu moins grand angle. Mais oui, la macro, c'est un sujet intéressant dans le monde du smartphone en ce moment. Ça marche. Merci beaucoup. Benjamin, une actualité du monde de la photo que tu veux partager? Une actualité, on est en plein bouclage là, à l'heure où on est en train de se parler. Donc, dans les jours qui viennent, il y aura déjà une version numérique du magazine qui sera disponible avec un grand dossier sur les différents formats photos qui existent, JPEG, DNG, TIFF, AIF, etc., etc. On vous dit ce qu'ils sont, on vous dit à quoi ils servent aussi. Super, merci beaucoup.
La semaine prochaine, c'est Masterclass. Nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe Christophe Brachet qui nous dira tout sur son métier de photographe de plateau pour le cinéma. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.